La réalité de la guerre, au final, ça se règle toujours par des rapports de force économiques. Et les gens n'ont pas compris que quand les Occidentaux ont pris leurs sanctions, ils entraient en guerre. Souvenez-vous de l'époque où on va couper SWIFT, la Russie va s'effondrer. C'était ça le projet en fait. On ne l'a pas vu parce que ça a raté. Donc maintenant on comprend que tous les pays occidentaux vont fournir du matériel de guerre offensif à l'Ukraine et ça y est, on percute, la thèse est validée, les gens admettent en ce moment que la Troisième Guerre mondiale a commencé. La politique extérieure, c'est la zone d'action de rêve pour l'oligarchie en fait. Il faut qu'on sache que les préférences de chaque pays ne naissent pas des lubies éventuelles de dictateurs fous, mégalomanes arrivés dans ces pays par hasard, mais que les différences de valeurs politiques ou de comportements politiques sont ancrées dans quelque chose de plus profond qui n'est pas modifiable rapidement. Il y a du danger à confondre des affrontements anthropologiques avec des affrontements de valeurs. Dans le contexte actuel, je pense que les objectifs des Russes, c'est tenir. Ce que sont nos objectifs de guerre, je ne saurais même plus les définir. Je ne sais même plus ce qu'on cherche. La presse, l'organe fondamental de contrôle dans une démocratie libérale, va en fait agir comme un incitateur d'irresponsabilité pour les politiques. C'est une sorte de vertige nihiliste en fait dans nos sociétés. Et ce vertige nihiliste est ce qu'on appelle la défense de nos valeurs. Emmanuel Todt, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du Cité Lucide. Alors, tu es anthropologue, démographe, historien, prospectiviste. Tu t'es spécialisé dans l'étude des systèmes familiaux et leur rôle dans les phénomènes sociaux et les systèmes idéologiques. Tu as réalisé des prédictions assez prophétiques, puisque dès 1976, tu annonçais la chute de l'URSS dans les années à venir. Et en 2003, tu as écrit Après l'Empire sur la décomposition de l'Empire américain au moment où tout le monde ne parlait que d'hyperpuissance. Alors, tu as publié en juin dernier un livre de géopolitique sur le conflit ukrainien qui s'appelle « La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé ». Il a une grande particularité, comme on le voit ici, c'est que tu l'as publié au Japon et qu'il n'existe pas de traduction de cet ouvrage qui a connu un succès retentissant. Tu en as vendu plus de 100 000 exemplaires au Japon. Tu as attendu un certain temps avant de t'exprimer en France, d'abord dans Marianne, puis par un entretien qui a été très lu dans Le Figaro, puis plus récemment sur Europe 1 ou LCI. Donc on a voulu t'inviter pour prendre le temps afin que tu développes tes visions très originales sur le conflit ukrainien. Alors première question qui vient assez naturellement, pourquoi as-tu décidé d'écrire ce livre et de le publier au Japon et pas en France? L'ambiance était dans l'émotion en France. Moi, je suis historien, j'ai le défaut de toujours regarder les événements historiques du présent avec un œil qui reste froid. Peut-être c'est une déformation professionnelle, mais j'ai pensé que si je commençais à faire de l'analyse dès le mois de juin en France, je me ferais socialement carbonisé et pour rien, en fait. Donc, je n'ai pas trouvé de l'utilité. Ce n'est pas vraiment de la lâcheté. Le Japon, c'est différent. Le Japon a une histoire de conflit avec la Russie très profonde. Mais le Japon est le Japon et l'Ukraine est loin. Donc, ça n'est pas la guerre se passe en Europe, la guerre se passe loin. Donc le Japon n'est pas dans l'émotion sur la guerre d'Ukraine spécifiquement. Et la deuxième raison, c'est qu'en France, je me suis mis par mes recherches ou par mes analyses de prospective le plus souvent en contradiction avec la pensée dominante en France. Mon opposition à l'Europe de Maastricht aussi m'a mis en opposition avec mon milieu. Mais au Japon, c'est un autre monde. Je suis un type complètement reconnu et je peux m'exprimer. Ici, je suis ostracisé. Je n'ai pas accès à la télévision d'État ou à la radio d'État. Je suis marginalisé par la presse la mieux pensante. Je remercie Le Figaro. Mais le monde mais hostile depuis toujours, ce qui est un paradoxe, puisque j'ai travaillé au monde des livres quand j'étais jeune.
Alors, tu as choisi un titre choc pour ce livre. La Troisième Guerre mondiale a commencé. Et justement, c'est le regard que tu portes sur ce conflit, parce que je rappelle que ça, tu l'as décidé en juin dernier. Alors maintenant, on est en train de se rendre compte que c'est en train de prendre un tour qui devient de Oui. plus en plus dangereux. C'est quoi ton analyse de ce conflit? Ben, ce qui m'a fait comprendre que ça allait durer, c'est que c'est une réflexion sur la première sortie intéressante, la première analyse intéressante, qui a été celle de John Mearsheimer. C'est à l'époque où tout le monde se tairait, ce géopoliticien américain de tendance réaliste a dit, là, pour la Russie, l'Ukraine est une question existentielle. Parce que c'est existentiel, les Russes taperont de plus en plus fort, jamais ils ne sortiront de cette guerre. Et là, il en tire une conclusion qui peut s'avérer fausse, mais ça n'est pas certain, et donc les Russes vont gagner. Mais l'axiome derrière ça, c'est pour les États-Unis, ça n'est pas existentiel. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que il est évident que si la Russie tient sur le plan militaire, il va sans doute qu'elle va tenir, mais ce qui est plus inattendu, sur le plan économique, elle tient, eh ben, la preuve aura été apportée qu'une grande nation peut survivre, s'organiser avec les autres grandes nations comme l'Inde, la Chine ou des acteurs importants comme l'Arabie saoudite, en dehors du système de contrôle monétaire et financier américain. Et donc, dans ce cas-là, le rôle central du dollar s'effondrera et l'Amérique vit de ce rôle central du dollar. C'est-à-dire le déficit du commerce extérieur sur les biens n'en finit pas d'augmenter aux États-Unis, malgré le protectionnisme, un peu d'Obama, beaucoup de Trump, de nouveau de Biden, parce que l'Amérique n'arrive pas à se remettre au travail. Il y a quelque chose de non réversible dans le déficit commercial américain. Et si la Russie apporte la preuve qu'elle peut tenir, eh ben, les ressources matérielles de l'Amérique vont s'effondrer. Et donc, la guerre est existentielle pour les États-Unis. Ils doivent s'engager de plus en plus. Et nous avons la certitude, au fond, prospective, de ce que cette guerre va durer et s'étendre. Ça, c'est le premier temps. C'est la critique, le complément à l'analyse de Mearsheimer. La deuxième chose, c'est que les gens ont une vision naïve de la guerre que n'ont pas les historiens. C'est-à-dire, pour les gens, pour l'émotion qui règne, la guerre, ce sont des gens dans des chars, dans des avions, avec des canons qui se tirent dessus. Il y a du sang, il y a des blessés, il y a des morts, des bâtiments détruits. C'est affreux, c'est la guerre d'Ukraine. C'est ce que les gens pensent être la guerre dans sa substance. Mais la réalité de la guerre, au final, ça se règle toujours par des rapports de force économiques. La raison pour laquelle les Américains sont arrivés en vainqueurs ultimes dans la Deuxième Guerre mondiale, ça n'était même pas parce qu'ils avaient fait les efforts militaires en termes de vie humaine les plus importants. C'est parce que l'industrie américaine, c'était 45% de la production industrielle mondiale. Et les gens n'ont pas compris que quand les Occidentaux ont pris leurs sanctions économiques, ils entraient en guerre. Les gens ne se rendent pas compte que quand on veut détruire économiquement un pays, en fait, on produit des morts. Les blocus américains de l'Irak ont produit des centaines de milliers de morts en Irak, dans une époque très récente. Et ça, les gens n'ont pas compris. Souvenez-vous de l'époque où on va couper SWIFT, la Russie va s'effondrer. Et donc, on va couper SWIFT et les Russes vont crever de faim. C'était ça le projet, en fait. On ne l'a pas vu parce que ça a raté. En vérité, la Russie s'est déconnectée, ils avaient préparé, ils étaient prêts, mieux sans doute encore qu'ils ne l'imaginaient. Ils ont tenu le coup, et du coup, on s'est retrouvés, nous, avec des taux d'inflation ahurissants. Il y a beaucoup de pays européens qui maintenant ont des taux d'inflation supérieurs à la Russie. Et donc, parce qu'on n'a pas vu, parce que notre offensive économique a échoué, on n'a pas vu qu'on était entré en guerre. Et là, la prise de conscience vient, parce que les difficultés à abattre la Russie, la situation très incertaine sur le plan militaire, et sans doute en ce moment très défavorable à l'Ukraine, ont amené les Occidentaux, à ce geste d'ailleurs plutôt symbolique, d'envoyer des chars
Léopard, Challenger, peut-être Abrams, qui sait Leclerc, si on en trouve un ou deux qui marchent, en Ukraine, parce qu'on est revenu dans la symbolique instinctive, je dirais, et mal renseignée de la guerre, parce que le char est un instrument de guerre qui, dans l'esprit des gens, renvoie à la Deuxième Guerre mondiale, renvoie à la guerre, etc. Donc maintenant, on comprend que tous les pays occidentaux vont fournir du matériel de guerre offensif à l'Ukraine, et ça y est, on percute, la thèse est validée, les gens admettent en ce moment que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Mais on avait tous les éléments pour savoir que ça arriverait. Alors, je crois qu'il faut distinguer les choses et dire clairement d'où on parle. Je crois qu'on a tous des biais cognitifs. On part tous de quelque part pour analyser une situation qui nous implique d'une certaine façon. L'important pour moi, c'est de rester dans le contexte actuel historien. C'est un exercice intellectuel et psychologique difficile. Je pense que, je ne sais pas si on doit considérer ça comme une chance pour un historien de 71 ans de voir se déclencher une guerre mondiale, mais je bénéficie du calme de l'âge, du sentiment du temps. Je me suis donné le temps de la réflexion. Si j'interviens maintenant dans le débat, ce n'est pas en tant qu'agent de Poutine. Ce que je revendique en France, c'est l'ouverture d'un débat sur la réalité de ce qui se passe, des forces en présence, des motivations, etc. C'est bizarre pour une démocratie libérale. En théorie, le libéralisme, c'est le pluralisme des opinions et de leur expression. Et on voit sur nos plateaux de télévision, depuis des mois et des mois, je veux dire, des bandes de gens qui s'excitent ensemble en niant, je dirais, en ne s'intéressant absolument pas à la réalité des choses. Si je dis, mais regardez, faites attention, les ressources de la Russie ne sont pas du tout aussi faibles que vous le croyez, bah, ça peut être très utile à un adversaire du Kremlin. L'objectif, c'est produire des données qui permettent à la fois d'être intelligent dans l'approche du problème, et aussi, on est en démocratie, on est une démocratie libérale, et en faisant ce travail, je défends les principes de la démocratie libérale. Oui, mais pour être bien clair, tu es ici, toi, dans tes interventions, dans une démarche qui est plutôt scientifique. Tu n'es pas pour dire je défends la Russie, elle a raison d'agresser un autre pays ou des populations civiles. C'est pas ton positionnement. Je suis parfaitement capable de voir l'horreur de cette guerre. J'ai personnellement horreur de la guerre, et contrairement à beaucoup de journalistes, moi, la guerre, j'aime pas ça. Les journalistes, la guerre, ça les excite. Et moi, quand je vois ce qui se passe en Ukraine, chaque fois que je vois ces villes bombardées, ces vieilles personnes abandonnées après le refus des populations, mais enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, c'est horrible juste. Mais c'est là, je dis, il faut résister à l'émotion et il faut être capable de voir quelle est la séquence historique qui a amené à cette situation. Et j'espère quand même qu'une vision réaliste des choses permettra aux gens qui décident ou qui interviennent de sortir le plus rapidement possible de cette guerre. Mais là, on parle de guerre mondiale, donc plein de gens vont avoir peur. Tu viens de dire, oui, mais la France est entrée déjà dans le conflit, mais est-ce qu'il est encore temps d'agir pour éviter de rentrer dans une confrontation militaire directe avec la Russie, au moins quand on est la France, parce que c'est vrai que des gens se demandent aussi, mais qu'est-ce qu'on vient faire dans ce conflit, malgré évidemment l'horreur de l'Ukraine agressée par la Russie, on est bien sûr. Les événements vont très vite. C'est qu'on est passé de l'envoi de matériel, je dirais, humanitaire, à l'envoi de chars. À partir du moment où on est dans une guerre mondiale, on doit penser en termes d'intervention militaire de l'armée française. En pratique, on ne voit pas très bien comment ça peut se passer. D'abord parce que l'armée française qui pourrait intervenir là-bas n'existe pas. On n'a pas les moyens militaires. Et surtout parce qu'en fait, si un pays de l'OTAN intervient directement dans cette guerre, ça sera la Pologne. Mais en vérité,
on sait très bien qu'il y a déjà je ne sais combien de milliers de militaires polonais sur le sol ukrainien. Et comme ce qui est efficace, les gros bataillons de chars qui peuvent arriver, de chars léopards, qui peuvent arriver en Ukraine, ce sont ceux plutôt de la Pologne et des pays baltes. Et dans la mesure où l'utilisation de chars suppose pas simplement le char lui-même, mais les gens qui savent s'en servir et qui sont bien entraînés pour ça, on va immédiatement, très vite, devoir se poser la question de la présence de l'armée polonaise sur le sol ukrainien. Donc ça ne concerne pas directement la France. Est-ce que ça t'inquiète, la disparition du pacifisme? Parce qu'on voit que pratiquement personne ne semble protester ou s'inquiéter. Il n'y a même pas de noms qui viennent. Arnaud Klarsfeld vient de faire une pétition, mais enfin, c'est à peu près la seule personne qui vraiment essaie d'agir. C'est quand même très très peu sur un risque pareil. Il y a d'abord le bellicisme de la presse, des médias en général, qui occupe tout le champ. On va en parler un peu plus tard. Voilà. Et puis, il y a la population. La population, il y a les classes moyennes, il y a les milieux populaires. Et au stade actuel, si on regarde des sondages d'opinion, l'opinion est totalement défavorable à la Russie, solidaire de l'Ukraine. Dans mon souvenir, un peu plus dans les classes moyennes que dans les classes populaires. Mais ça se passe, je dirais, sur fond pas simplement de non-information sur la réalité des choses et d'incompréhension de la politique extérieure générale. La politique extérieure est le grand lieu de la non-démocratie. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce qu'on peut faire sans que les populations comprennent jusqu'à un certain point. Je dirais que la politique extérieure, c'est la zone d'action de rêve pour l'oligarchie, en fait, ou pour les tendances oligarchiques dans une société globalement démocratique. Mais ça ne reste vrai que tant que les sociétés en question ne sont pas touchées dans leur profondeur. Actuellement, on n'a pas envoyé de troupes. On n'est pas comme pendant la guerre d'Algérie où on a un contingent là-bas qui finit par avoir des doutes. Mais la guerre arrive sous forme progressive, comme une vague économique. La première chose, c'est l'inflation, qui va d'abord toucher les milieux populaires et qui va faire baisser le niveau de vie dans certains secteurs. Donc, c'est un premier impact qui est en train d'arriver. Et puis, comme on disait tout à l'heure, maintenant qu'on sait qu'on envoie des chars, que la guerre va se durcir, il y aura d'autres épisodes dont on n'a pas encore idée maintenant et qui sont sans doute assez terrifiants. Et là, l'opinion va se définir. C'est-à-dire qu'on est à un moment crucial. C'est maintenant que commence le débat. Et ce que je sens depuis que j'ai, appelons les choses par leur nom, eu le courage, parce qu'il s'agit quand même aussi un peu de courage, de prendre la parole dans mon propre pays, de libérer ma conscience de citoyen. Je veux dire, ce qui sort, c'est qu'il y avait une immense attente. C'est-à-dire que, je veux dire, les gens, les deux professions les plus méprisées en France, c'est un, les politiques, et deux, les journalistes. Donc, la domination absolue du discours belliciste dans les médias est portée par une classe qui elle-même n'est pas respectée par la population. Donc, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais ça ne fait que commencer. Contrairement à ce qu'on entend, on a l'impression que c'est juste l'Ukraine qui combat actuellement des troupes russes. Il y a beaucoup de troupes étrangères qui sont impliquées, de volontaires, en particulier les Polonais, tu viens de nous en parler. Donc on a représenté sur cette carte ce que représente le soutien en armes et en matériel militaire dans chaque pays par rapport à son PIB. Donc ça montre à quel point il s'est engagé pour fournir des armes à l'Ukraine. Donc qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est-à-dire que ce qu'on voit fondamentalement, c'est que les pays les plus impliqués, c'est les pays baltes, 3 pays baltes, la Slovaquie, et puis au cœur, le pays le plus important en termes de population et de ressources, qui est la Pologne. La Pologne qui, à mon avis, n'est pas mue simplement, je dirais, par le sentiment d'une menace ou même par un ressentiment historique anti-russe. Je pense qu'il y a aussi un problème
de vide spirituel en Pologne lié à l'effondrement du catholicisme polonais actuel. Donc on voit cette implication de la Pologne qui semble trouver, ou qui trouve peut-être dans cette guerre, dans ce conflit, non pas simplement un retour à l'histoire, mais une issue à un problème existentiel propre. Mais ce qui est très important pour nous, Français, c'est de bien tirer les conclusions de cette implication différente des pays dans la guerre, avec les Américains, les Britanniques et les Polonais. Alors ça pose une question, je dirais, de droit d'application des traités et de fameux article 5. C'est-à-dire cet article 5, qui, si mes souvenirs sont exacts, dit qu'on se doit assistance les uns les autres en cas d'agression. Mais si on analyse la situation comme, par exemple, prenons le cas de la Pologne, le pays le plus important quantitativement, si on perçoit la Pologne comme en position offensive elle-même, et si les Russes attaquent la Pologne, est-ce que l'article 5 peut s'appliquer? Est-ce qu'on doit être solidaire de la Pologne? Ça ne me paraît pas du tout évident. C'est-à-dire que moi, personnellement, je le dis franchement, je pense que si les Russes qui voient arriver tous ces armements à travers une Pologne, qui depuis le début ont organisé simplement l'Ukraine comme pays anti-russe, et si la Russie se retourne contre la Pologne, nous ne devons pas assistance à la, pas automatiquement. Il peut y avoir d'autres conditions, d'autres choses, toutes sortes de choses. Mais pour moi, il ne va pas du tout de soi que nous sommes liés à la Pologne par un traité offensif. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Alors justement, dans ce conflit, ton originalité, c'est évidemment de reconnaître que l'Ukraine est agressée, évidemment, et surtout envahie. De dire qu'on parle beaucoup de ça, mais qu'on ne parle pas finalement d'un conflit à une échelle supérieure, en fait. Quelle est ta vision réelle des intervenants et des opposants dans ce espèce de grand jeu maintenant ukrainien? En fait, il y a deux visions, de cette guerre. La vision qui est donnée par le système média, et là je ne l'accuse pas, ça ne pourrait pas être fait autrement, c'est la vision d'un pays faible, l'Ukraine, qui est envahie par un pays fort, la Russie. Mais si on fait une sorte de vaste zoom arrière et qu'on voit tous les acteurs impliqués dans ce jeu et qu'on va jusqu'à Washington, on voit simplement, si on regarde les sanctions par exemple, on voit un camp occidental qui, en termes démographiques, est infiniment plus vaste et lourd que la Russie, et qui, en termes de PIB, de produit intérieur brut, qui ne vaut pas grand-chose, mais qui est ce qu'il est, une partie de ma froideur d'analyse, moi, me vient de la lecture des géopoliticiens américains. Les Américains sont des gens qui raisonnent en termes de puissance, de pouvoir. L'anglais est bien là, parce qu'il y a le mot « power » qui recouvre à la fois les notions de pouvoir et de puissance. Mais ils ont 40% des dépenses militaires mondiales, ils ont un jeu, ils se perçoivent comme à l'abri, parce que protégés par deux océans, et ils pensent en termes de rapport de force. On pourrait dire que les Russes aussi, les Russes, dont le pays le plus grand du monde qui s'étale de l'Europe à l'Asie, même si leur population est très faible maintenant, pensent en termes de rapport de force. J'aurais tendance à dire que les Américains et les Russes sont dans le même monde mental. Simplement, du côté américain, c'est un monde offensif. Nous sommes les plus forts, notre domination mondiale ne doit pas être contestée. Et les Russes sont dans un système de rapport de force défensif, construit avec l'idée de défense de la souveraineté des nations contre l'Empire américain. Les Européens
sont dans un roman de science-fiction. Les Européens, ils ont pensé qu'on pouvait construire une entité politico-économique plurinationale, expansive vers l'Ukraine et sans armée. Donc c'est, je dirais, tout à fait autre chose. C'est de cette dualité qu'ont joué les Américains. Le jeu des Américains, alors je sais, dans ce que je dis, c'est ce qui est le plus surprenant, parce que la vision des gens, c'est, bon, il y a l'Ouest, avec ses valeurs de liberté et de démocratie. On pourra analyser en détail, si vous voulez, plus tard. Et puis, il y a l'autocratie russe d'un côté, et nous sommes face à face, et les deux s'affrontent en Ukraine. La vision des Américains, ce n'est pas du tout ça. Alors, d'abord, elle ne peut plus être ça, parce que la description des États-Unis comme une démocratie libérale, vu le niveau d'inégalité, vu le niveau d'accumulation de la richesse en de la structure sociale, vu l'importance de la richesse dans les processus électoraux, le soutien à tel ou tel candidat, vu l'augmentation de la mortalité à l'échelle du pays, mais spécifiquement dans les catégories populaires, la liberté d'expression, tout à fait. Hein. Donc, mais les États-Unis, c'est une oligarchie libérale, ce n'est pas une démocratie libérale. Mais les préoccupations des Américains, ce n'est pas du tout la défense de la démocratie. Quand on lit les géopoliticiens, c'est l'application. Je pense que le grand bonhomme, c'est Brzezinski. Et mon livre, Après l'Empire, était une sorte de pastiche retournée du grand échiquier de Brzezinski. D'ailleurs, on a fait un résumé sur Élucide de ce livre assez fondamental de Brzezinski. Si vous voulez bien comprendre ce qui se passe, voilà, vous le retrouverez sur le site Élucide. Voilà, alors je résume la vision des Américains. Une partie de la dureté qu'on croit sentir chez moi ne vient absolument pas d'une affection quelconque pour le Kremlin ou Poutine, mais du fait que le cadre analytique dans lequel je me meus est celui des géopoliticiens américains. Donc en fait, il faut me critiquer comme américain dans ma façon de penser. Cette guerre m'a pris par surprise. Et au moment où elle s'est déclenchée, j'étais en train de travailler sur un livre de géopolitique. Ce que j'ai découvert en Russie, c'est un pays qui avait retrouvé sa stabilité, avec un effondrement de la violence, des taux d'homicide, de suicide, une baisse de la mortalité infantile, une mortalité infantile qui est passée au-dessous du taux américain, et il y avait donc un pays qui avait, dans l'ère Poutine, et contrairement à certains articles ineptes que j'ai lus dans Le Monde sur la dégradation de tout depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, avait retrouvé une certaine forme de stabilité sociale avec une population trop petite pour son territoire et avec, au-dessus, une idéologie conservatrice sur le plan des mœurs, qui nous est très désagréable à tous Européens, mais qui est très confortable pour des gens qui viennent de retrouver la position. Et donc, un État, une société qui retrouve la stabilité. Dans mon travail géopolitique, j'ai commencé à constater l'aggravation de la crise interne de l'anglosphère. Là, pas seulement des États-Unis. J'étais en train de mesurer que la politique protectionniste, clairement exprimée par Trump, et qui est plus générale, ne fonctionnait pas. Que l'Amérique était en train de ne pas retrouver la possibilité d'une voie nationale indépendante, hypothèse qui était évoquée, souhaitée à la fin d'après l'Empire. Et donc, moi, la vision du monde que j'avais, actuellement, on constate l'effondrement ou le début d'effondrement de la société anglaise. La société anglaise attend une baisse de 7% de son niveau de vie cette année. Et donc, j'étais en train de redéfinir mon sujet géopolitique comme une crise du monde anglo-américain, en fait. Et avec l'idée, donc ma vision de départ n'était pas du tout celle des journalistes ou des russologues, je ne sais pas comment les appeler. Donc, d'un côté, vous avez une vision de départ d'un système russe qui devient de plus autoritaire, expansif ou tout ce qu'on veut. Mais moi, j'avais la vision d'une Russie qui redevenait stable, relativement inoffensive pour nous. Et d'ailleurs, je veux dire, les difficultés de l'armée russe en Ukraine montrent qu'il n'y a aucun péril militaire pour l'Occident. Vraiment. Mais quand même, moi, beaucoup plus angoissé par... Parce que si j'ai un biais cognitif favorable, moi, c'est plutôt vis-à-vis des États-Unis et de l'Angleterre.
Je veux dire, c'est vraiment, si on me soupçonnait raisonnablement de quelque chose, ça serait de ce biais-là. Et donc ma perception générale du monde était celle d'un déséquilibre, d'une instabilité de plus en plus grande aux États-Unis. Et évidemment, c'est ça qui a affecté ma perception des événements et qui a fait que je n'allais pas me contenter de voir l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme le phénomène fondamental. Et donc, partant de là, ça allait être très facile pour moi d'observer, je dirais, le jeu planétaire des États-Unis, première puissance mondiale, en déclin interne aggravé, avec un empire qui se rétracte. Et donc j'étais évidemment capable de voir que la guerre, elle se passe à 100 km de la Russie et à 8500 km de Washington. Les Américains, ils ont finalement la doctrine Brzezinski dans la tête. Et la doctrine Brzezinski, telle qu'exprimée dans le Grand Échiquier, 96 ou 97, donc 6 ou 7 ans après l'effondrement du communisme, c'est « Oh, attention, l'Empire américain a été construit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale par la conquête de deux grandes puissances industrielles, l'Allemagne et le Japon. Ensuite, il a subsisté parce qu'il fallait protéger tout le monde contre le communisme. Et le risque pour nous, c'est qu'à partir du moment où le communisme s'effondre, on ne va plus avoir besoin de nous. Bon, et sous-entendu, ce n'est pas possible parce qu'on a besoin du monde pour nous nourrir maintenant. Et donc le problème, si on se centre sur l'Europe, c'est comment empêcher le rapprochement de la Russie et de l'Allemagne. C'est ça le problème fondamental des Américains. Et ça s'est focalisé dans la période récente sur le rapprochement énergétique russo-allemand, sur les gazoducs, voilà. Et ça, je dirais que ça a été aggravé depuis la crise financière et économique de 2008, parce que cette crise a mis l'Allemagne en situation de domination générale de l'Europe. Donc, ce qui s'est fabriqué sous les yeux des États-Unis, tel qu'ils pensent réellement, c'est une Europe dominée par l'Allemagne et qui était en train de se coordonner avec la Russie sur le plan économique. Et ça, c'était inacceptable. Et c'est à ce moment-là que s'est créé cette espèce d'axe, Washington, Londres, Varsovie, Kiev, qui contournait l'Allemagne et on pourrait voir ce qui s'est passé, non pas tellement comme une agression de la Russie, mais comme un encerclement de l'Allemagne. Et je dirais que ce qu'on sent depuis le début, alors il y a eu des choses explicites. Dans la phase la plus récente, je dirais l'affaire de la livraison de chars, la réalité géopolitique est apparue d'une façon particulièrement claire. Parce que ça, on voyait dans la presse. Si on avait les bonnes clés de lecture, on pouvait voir. La seule question était faire pression pour l'Allemagne, faire céder l'Allemagne. Toutes les dernières opérations diplomatiques, les livraisons de blindés légers par la France, puis de Challenger britanniques lourds, puis de pression polonaise, etc. Toute l'activité diplomatique occidentale n'a pas été dirigée contre la Russie, mais contre l'Allemagne. Voyez ? Mais ça, quand on connaît la doctrine Brzezinski, qui d'ailleurs désigne l'Ukraine comme lieu d'action privilégié pour empêcher la Russie de devenir, on voit les choses autrement. On sort de là, ce qu'il faut bien appeler l'extraordinaire naïveté occidentale, qui est tout à fait acceptable chez les gouvernés, mais pas chez les gouvernants. Quand on t'écoute, on se demande si finalement les Américains sont aussi honnêtes et bien intentionnés qu'ils le disent vis-à-vis du peuple ukrainien. Je crois qu'ils s'en fichent complètement. C'est pas le sujet. Et encore une fois, c'est une question qui renvoie à l'état de naïveté primordiale des Européens. Ça n'est juste pas comme ça que pensent les Américains, mais il faut lire leurs textes. Alors, en plus de cette vision américaine que tu as développée, tu as aussi, donc on l'a dit, un spécialiste des structures familiales. Oui. Comment elles t'ont aidé à comprendre ce conflit, que ce soit au niveau des structures familiales russes ou des structures familiales ukrainiennes ? C'est les mêmes, c'est pas les mêmes ? Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Je dirais qu'il y a
C'est une chance pour moi que ça ne soit pas les mêmes, parce que ça me permet de prouver ma bonne foi. Et ma bonne foi avec des documents qui remontent à avant le communisme. La structure familiale russe, c'est un système patrilinéaire et communautaire, c'est-à-dire il faut imaginer le père et ses fils, et puis les femmes échanger entre les familles. Je parle de la paysannerie du 19e siècle, etc. Et donc une famille très autoritaire, très violente en interne aussi. Il y avait un élément, je dirais, de sadisme interne à la famille paysanne russe qui explique la violence de l'histoire russe ultérieure. Quand la famille s'est désintégrée, ça a laissé apparaître le communisme, le KGB et toutes ces choses. La famille ukrainienne, non. La structure familiale ukrainienne était plus individualiste, nucléaire, et en ce sens, effectivement, plus occidentale, plus proche des structures familiales polonaises. Et donc, effectivement, plus propice, en théorie, à l'émergence de la démocratie, de l'individualisme. Ça veut dire qu'elle a peut-être un devenir qui est plus du côté de l'Union européenne que du côté de la Russie, alors, au niveau des structures familiales et de l'aspiration à la démocratie, en fait. Ma question est un peu liée à la propagande russe qui dit oui, non, mais le peuple ukrainien, le peuple russe, c'est pareil, et vous êtes plutôt... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, ça n'est pas vrai du tout, même. Ça n'est pas vrai du tout. Et on a des données antérieures, même à la révolution russe, sur le sujet. Donc, dans tes travaux aussi, tu t'es beaucoup intéressé aux valeurs anthropologiques et au système que tu appelles de patrilinéarité. C'est ce qu'on voit sur cette carte. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la patrilinéarité et qu'est-ce que cette répartition sur la planète signifie selon toi? La patrilinéarité, ça décrit les systèmes de parenté, les systèmes familiaux centrés sur les hommes. Je parlais de la famille russe, patrilinéaire, je parle du père et de ses fils, c'est patrilinéaire. Ça va au-delà de la famille. Et le plus souvent, les systèmes patrilinéaires sont associés à ces structures familiales denses, communautaires et pas individualistes. Et bien entendu, ça va s'opposer, en simplifiant énormément, à ce qu'on appelle système de parenté bilatéraux ou indifférenciés, dans lequel, au contraire, pour ce qui concerne le statut social de l'enfant, les parentés du côté du père et du côté de la mère ont des poids équivalents. Et en général, dans le monde tel qu'il est, en simplifiant, les systèmes de parenté bilatéraux vont correspondre le plus souvent à la famille nucléaire. C'est-à-dire ça, des systèmes individualistes. C'est la première chose qui m'a frappé, par exemple, ou qui me frappe, si je regarde les indicateurs généraux de démocratie, tels que, par exemple, l'a défini un journal comme The Economist. On a justement ce graphique aussi. Donc là, cette fois, c'est un classement discutable sans doute sur certains points. Voilà. En gros, classement des démocraties, voilà. celles qui sont On moins... voit bien que l'espèce de bloc rouge, sombre, central, qui apparaissait sur une carte comme renvoyant à l'anthropologie, la famille, là, ça renvoie sur cette carte. On voit bien l'existence d'un rapport entre les deux. Donc, c'est très important, je dirais, pour deux raisons. On ne peut pas se contenter, dans une planète unifiée par la globalisation, où les pays, où les cultures sont terriblement rapprochées par les moyens de communication, que ce soit les porte-conteneurs ou Internet. On ne peut plus se contenter de voir les chocs de valeurs comme des choses politiques, construites et facilement négociables ou transformables. Il faut être capable... on doit garder un horizon de temps humain, de réunification de l'humanité, sur des valeurs communes qui seraient belles et bonnes. Mais il faut qu'on sache que les préférences de chaque pays ne naissent pas des lubies éventuelles de dictateurs fous, mégalomanes arrivés dans ces pays par hasard, mais que les différences de valeurs politiques ou de comportements politiques sont ancrées dans quelque chose de plus profond qui n'est pas modifiable rapidement. Et donc, c'est la première chose, donc il y a du danger à confondre des affrontements anthropologiques avec des affrontements de valeurs. Les uns sont très solides, les autres très fluides. La deuxième chose, et là je parle d'un point de vue d'occidental, qui a en tête les intérêts de son monde. L'important, je parlais d'objectivité scientifique. Oui, bien sûr, l'objectivité scientifique, mais l'objectivité scientifique ne doit pas faire déraper dans la préférence pour tel ou tel système, mais elle ne doit pas nous amener à oublier ce qu'on est. Vous voyez, c'est ça.
Et moi, je suis un Français avec des liens avec le monde anglo-saxon, et je suis dans cette culture occidentale, libérale, et je suis ce que je suis. Et l'intérêt, et donc j'ai aussi le souci de l'intérêt de ce que je suis. Et dans une optique occidentale, dans un monde qui évolue très vite, il faut qu'on puisse se situer. Je dis non, il y a du danger à tomber dans un narcissisme occidental, à croire que notre révolution anthropologique féministe, que j'approuve, que notre tolérance nouvelle à l'homosexualité, que j'approuve, je veux dire, il ne faut pas qu'on croie que c'est quelque chose qui fait de nous simplement les lumières du monde. C'est quelque chose, il faut être capable, quand on a la carte de la patriarcalité, on verra que la carte de l'homophobie, qui est dans mon dernier livre aussi, correspond tout à fait aussi, ben, on se dit que non, notre révolution culturelle nous éloigne du monde. Et quand on critique Poutine, on peut le faire, on a le droit. Je veux dire, moi, les lois passées par la Douma contre la propagande LGBT, je veux dire, c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est pas du tout ma tasse de thé. Mais il faut surtout pas s'imaginer que c'est quelque chose qui coupe les Russes du monde. C'est le contraire. C'est quelque chose qui rend les Russes plus séduisants encore au monde qu'ils n'étaient à l'époque du communisme. À l'époque du communisme, les Russes avaient une sorte de soft power qui venait du fait que le communisme réussissait dans tous les pays de structures familiales communautaires exogames. Donc il y avait des gens qui trouvaient que le communisme était formidable en Chine, au Vietnam, en Serbie ou en Toscane, en Italie centrale. Dans l'ensemble du monde arabe, dans toutes sortes de pays, l'athéisme communiste faisait horreur. Mais maintenant que la Russie s'est redéfinie comme grande puissance conservatrice, anticolonialiste toujours contre l'Occident, mais conservatrice, bah, la Russie devient très acceptable pour l'Arabie saoudite. Et on a pu en voir les effets dans le soutien pétrolier, en fait, accordé par l'Arabie saoudite. Donc il faut être très conscient de ça. Mais encore une fois, c'est des données objectives, c'est une interprétation anthropologique de l'idéologie qui peut servir à tout le monde. Pour moi, ça n'est pas prendre parti. C'est donner un instrument d'analyse que les Russes peuvent utiliser, et qu'à mon avis, ils utilisent, peut-être avec conscience, et que dont les Occidentaux devraient tenir compte. Tu veux dire que tes interventions, c'est aussi quelque part pour protéger l'Occident de mauvaises analyses qu'ils peuvent avoir sur la Russie? Bah, en fait, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que la Russie est isolée, oui. et tu expliques qu'en fait, bon, pour les raisons que tu viens d'évoquer, pas tant que ça. Alors, sur cette carte, on voit ce qu'ont donné le vote à l'ONU, dont on a beaucoup parlé il y a un an, sur la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce que déjà tu retrouves ces déterminants? On voit le début, c'est-à-dire on voit la Chine, on voit l'Inde, on voit l'Iran. Je dirais qu'on voit l'Algérie, l'Afrique du Sud. Je dirais qu'on voit probablement le noyau le plus solide des gens qui, quelque part, s'identifient plus à la Russie qu'à l'Occident. Disons que les pays les plus fragiles dans les couloirs de l'ONU et les plus soumis à influence et pression directe des États-Unis, c'est-à-dire l'Amérique latine et certains pays africains, ne sont pas encore là où ils devraient être sur le plan anthropologique. Alors ça, c'est une carte des votes à l'ONU, et c'est bien normal que les pays condamnent la Russie, parce que c'est une violation manifeste de la charte de l'ONU, donc bon, il y a assez peu de surprises. Mais par contre, ce qui est peut-être plus intéressant qu'une espèce de condamnation morale, c'est ok, mais comment on agit dans les faits? Et cette carte est beaucoup plus intéressante, c'est on voit les pays qui ont pris des sanctions contre la Russie. Là encore, qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, ça y est, c'est-à-dire que là, on a la totalité du monde communautaire. Est-ce que cette carte, finalement, pour toi, ça montre un peu que c'est peut-être l'Occident qui s'est isolé du monde? Bah, l'Occident est en rétraction. Il y a une sorte de contraction du monde et de reflux occidental, et cette carte, je pense, l'illustre magnifiquement. Mais c'est là qu'est le risque pour les États-Unis. C'est-à-dire que si ce monde qui ne sanctionne pas la Russie s'auto-organise économiquement, monétairement, financièrement autour d'un pôle de stabilité chinois, russe et indien, c'est terminé pour les États-Unis. Mais à la minute où je dis ça, je deviens un occidental inquiet. Parce que c'est vraiment pas le monde que je désire.
Alors, en termes d'inquiétude, tu alertes aussi dans ta tribune du Figaro sur un autre sujet, qui est la problématique économique, en expliquant qu'attention, on rentre dans une guerre d'attrition et les choses vont peut-être pas être aussi faciles que ce qu'on pense. On se rappelle tous de Bruno Le Maire qui, au début de la guerre, disait qu'il allait éclater et faire s'écrouler l'économie russe. Et on voit que bon, il y a eu des effets, évidemment, des sanctions, mais assez limitées. On est très loin d'un écroulement de la Russie qui l'obligerait à arrêter la guerre. Qu'en est-il vraiment de ces vrais rapports de force économique? Parce qu'en effet, les écarts de PIB sont colossaux entre les deux zones. Qu'est-ce qui explique que c'est peut-être pas aussi simple que ça, selon toi? Ça a été le gros de mon travail. C'est le travail dans lequel j'étais engagé même avant la guerre. C'était le dégonflage de la notion de PIB. C'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées. Le PIB, ça valait quelque chose quand ça a été conçu et utilisé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En gros, ce qui augmentait, c'était la production industrielle. Donc, ça cumulait des productions de frigidaires, de voitures, de chemins de fer et tout ce qu'on veut. Donc, il y avait une réalité physique du PIB. Et puis ensuite, avec le développement du secteur tertiaire et puis avec les délocalisations industrielles, le PIB, particulièrement dans les pays les plus avancés, les plus tertiarisés, est devenu une gigantesque fiction. C'est-à-dire que si on prend le PIB américain, je ne sais pas, on prend ce qui apparaît dans les dépenses de santé, mettons qu'il y ait 18% de dépenses de santé aux États-Unis, contre 9 à 11% dans les pays normalement développés. Et quand on voit les performances de santé des États-Unis où l'espérance de vie diminue, en fait, on se rend compte qu'il y a là une fiction. Et le PIB, les dépenses de santé dans le PIB américain, c'est des médecins trop payés, c'est des médicaments je ne sais plus combien de fois plus chers qu'ailleurs. C'est du vent. Le PIB américain, c'est même pas la peine de parler de l'activité financière et matérielle, mais c'est l'activité des avocats du système juridique américain qui se nourrit de toutes les dysfonctions internes de la société américaine. C'est l'activité des prisons. C'est du vent, en fait. Ça n'existe pas. Le PIB russe renvoie beaucoup plus à des valeurs réelles, à de la production de biens. Alors, finalement, moi, je suis arrivé à un rééquilibrage des choses en me disant, le PIB, c'est ça, et puis il faut essayer de revenir à ce qu'on aurait appelé autrefois des balances matières, ou balances matérielles. Je ne veux pas revenir à l'économie soviétique. Et puis je me suis dit, mais au fond, au bout du bout, ce qui fait le dynamisme et la capacité d'innovation et d'adaptation d'une économie, de flexibilité d'une économie. Pour la flexibilité, il faut le marché, il faut des banques, mais il faut surtout une main-d'œuvre formée. Et la flexibilité industrielle, qui est la flexibilité importante en cas de guerre, c'est la production d'ingénieurs. Et puis derrière, de techniciens et d'ouvriers qualifiés. Et là, si on compare les États-Unis et la Russie, on arrive à des résultats stupéfiants. Parce que les États-Unis doivent être à 330 millions d'habitants et la Russie à 146 millions d'habitants. Mettons que les cohortes d'étudiants soient les mêmes proportions en tous les pays. Mais du simple fait que parmi les étudiants américains, 7% font des études d'ingénieurs et qu'en Russie, c'est 25%, si on utilise simplement les populations nationales, la Russie forme 30% d'ingénieurs en plus. C'est ça qui explique le fait que la Russie a survécu aux sanctions de 2014. Que la Russie, qui produisait 40 millions de tonnes de blé à la veille de l'invasion de la Crimée, doit être à 90 millions de tonnes maintenant. C'est ça qui explique aussi la diminution concomitante de la production de blé, je dirais, aux États-Unis. C'est ça qui explique que la Russie soit devenue le premier exportateur de centrales nucléaires. C'est ça qui explique que la Russie ait dépassé les États-Unis en termes de capacité nucléaire avec ses missiles hypersoniques, alors qu'en 2007, il y a eu un article dans Foreign Affairs qui menaçait les Russes, quasiment, d'une première frappe nucléaire qui les laisserait hors d'état de réagir. La flexibilité, la réactivité de l'économie russe est dans ses formations d'ingénieurs. Alors c'est vrai que les Américains, c'est la force de l'Amérique depuis l'origine, c'est l'importation, je dirais, de main-d'œuvre scientifique, d'ingénieurs, etc. Mais c'est une force et une fragilité supplémentaire.
puisque la majorité, ils doivent importer la moitié de leurs ingénieurs ou scientifiques, les États-Unis. Hein. Mais c'est des Indiens et c'est des Chinois. Donc, vous voyez, c'est quand vous faites de l'analyse réaliste de l'économie américaine, d'une économie américaine qui veut se détacher de la Chine et asphyxier la Chine, combat sur les puces électroniques et toutes ces choses-là, mais qui, dans son état actuel, pour contrer la Chine et bloquer, arrêter ses importations de biens en provenance de Chine, ne peut le faire qu'en important de la main-d'œuvre chinoise très qualifiée. La Chine produit, est en période ascensionnelle sur le plan éducatif. La Chine fait partie de ces pays en développement où les professions de transformation de la matière, je parle des ingénieurs, parce que c'est plus facile à mesurer, mais il y aurait les ouvriers qualifiés, sont ou restent des choses importantes. L'homme, c'est l'homme qui fabrique. Je veux dire, l'hominisation, c'est la fabrication d'objets. Et en fait, ce qui se passe, les comportements chinois ou russes ou indiens ou iraniens, etc., sont juste dans la logique habituelle de l'histoire humaine. C'est l'évolution des sociétés occidentales à travers la délocalisation de leurs activités industrielles qui ont fini par dévaloriser ce travail de transformation de la matière et qui ont fini par se désarmer sur le plan industriel. Donc on a une situation bizarre qui n'est plus du tout ce qu'on pourrait appeler le monde d'avant sur le plan économico-militaire. Revenons à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On parle de la Troisième. Revenons à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, au final, ça a été, encore une fois, c'est des hommes qui souffrent, c'est des populations qui sont bombardées, c'est les horreurs de la guerre. Il n'y a pas de problème. Mais au final, c'est quand même un affrontement de système industriel. Je veux dire, l'Allemagne nazie a été battue ultimement parce qu'elle n'avait aucune chance face à une Amérique qui produisait 45% des biens industriels du monde. Mais même avant ça, les Soviétiques ont gagné parce qu'ils ont été capables de produire plus de chars que les Allemands. C'est une victoire industrielle, la victoire de la Russie de Staline. Mais c'était une époque où le pays victorieux par excellence, qui a construit un empire à la fin de la guerre, c'était les États-Unis. Mais les États-Unis, en termes de production, proportion de la production industrielle de la planète, ils sont passés, dans les décennies récentes, de ces 45%. Je ne sais plus quel est le chiffre le plus récent, si c'est 17% ou autre. Et encore, il faudrait déflater en fonction de valeurs de marché ou autres. L'Amérique, en fait, on ne sait même pas ce qu'elle est capable de produire. Pendant que je suivais le développement de la guerre, ce qui était frappant, là, je dirais que le site de CNN n'était pas mauvais. C'était le premier que j'ai vu systématiquement se poser des questions de remise en activité des chaînes de production de missiles. Hein, je dis, les javelins, on en a donné beaucoup, les Stinger, beaucoup, etc. Maintenant, les chars, c'est pareil. Et donc, en fait, on évolue vers une situation, je dirais, plus réelle, où la guerre redevient ce qu'elle a toujours été à l'époque moderne, c'est-à-dire un affrontement de systèmes industriels. Et c'est pour ça, je dirais, je pourrais conclure en disant, et c'est pour ça qu'on ne peut pas connaître l'issue de la guerre, mais je pourrais presque également conclure en disant, et c'est pour ça qu'on la connaît. On ne peut pas connaître l'issue de la guerre parce que, en fait, on ne sait pas quelles sont les capacités réelles de production de l'industrie russe. C'est-à-dire, on ne sait pas à quel rythme ils peuvent renouveler leur stock de missiles, d'armements, d'obus, etc. On sait au stade actuel qu'il y a un problème d'alimentation en obus ou équivalent de l'armée ukrainienne. Mais on ne sait pas si les États-Unis sont capables, en fait, de se remettre à produire en masse ce qu'il faut pour une guerre d'attrition. Et en ce sens, la guerre est très incertaine. Donc, si je m'arrête là, je dis, on ne sait pas. Mais si je prends un peu plus de risques, et si je vais plus loin, je dirais qu'on sait. Parce que je dirais que les Américains se sont mis en situation de risque maximal en envenimant encore plus leur rapport avec la Chine
au moment même où ils entraient en confrontation avec la Russie. Parce que, alors je sais que la presse, depuis le début, est remplie d'analyses, comment dire, fantasmatiques sur les réticences de la direction chinoise vis-à-vis de la guerre de Poutine, et que chaque mot nuancé des dirigeants chinois est interprété comme un fléchissement du soutien de la Chine à la Russie. Mais je reviens sur cette idée qu'il faut cesser d'être empirique et il faut redevenir rationaliste dans l'analyse des rapports internationaux. On part du principe, on admet, on fait un effort, on arrête d'être un occidental arrogant, je veux dire, et on part du principe que les dirigeants chinois sont normalement intelligents. Et qu'est-ce que c'est normalement intelligent? C'est qu'ils savent que si la Russie tombe, ensuite c'est leur tour. Et donc en fait, les Chinois n'ont pas d'autre solution, si la Russie est en difficulté, que de se mettre à l'aider ouvertement sur le plan industriel. En vérité, je veux dire, quand on regarde la presse, les Iraniens sont dénoncés comme fournissant des drones, les Nord-Coréens sont dénoncés comme donnant je ne sais quel type d'équipement résiduel à la Russie, mais personne ne parle de la Chine. Tout le monde nous assure actuellement que la Chine ne donne rien aux Russes, mais parce que personne n'a intérêt à le dire. Les Chinois n'ont pas... Ce que je dis est totalement spéculatif. Mais ce que je sais, c'est que les Chinois n'auraient pas intérêt à dire pour envenimer tout de suite leurs rapports commerciaux avec les États-Unis, et les États-Unis n'auraient pas du tout intérêt à dénoncer la Chine comme donnant des équipements militaires, parce que à la minute où les Américains disent que la Chine aide industriellement la Russie, le monde entier saura que les États-Unis ont perdu la guerre. Puisque, selon leur logique, on disait, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique était devenue l'arsenal des démocraties, même si elle aidait la Russie de Staline, et il ne faut pas se retrouver dans une situation où on dit que la Chine deviendrait l'arsenal des autocraties. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça fait 8 ans finalement que la Russie se prépare au conflit. Tu citais l'exemple du blé, on a eu des exemples aussi où elle a testé aussi des coupures du système Internet, elle a mis en place des systèmes de paiement bancaire alternatifs, ce qui fait que quand Bruno Le Maire a dit on va écrouler l'économie russe, on a pris des sanctions très dures contre la Russie, puisqu'on a essayé de faire écrouler le système bancaire, on a essayé on s'attaquer à ses revenus d'hydrocarbures, donc en fait on a attaqué durement la Russie, ça a un peu marché, il ne faut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'effet, il y a des faits importants aussi sur la Russie. Mais est-ce que maintenant que la guerre se développe, pour toi, il y a un risque à ce que la Russie s'attaque à l'économie européenne? Est-ce qu'elle en aurait les moyens ou pas? Je crois que pour la Russie, tenir suffit. C'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que gagner une guerre? C'est très difficile à définir ce que c'est que gagner une guerre. Bon, l'Ukraine dit gagner la guerre pour nous, ça va être reconquérir tous nos territoires perdus. Bon, là, on sait qu'on est dans une irréalité totale, mais bon, si la Russie s'effondre, pourquoi pas? En fait, oui, pourquoi pas, si la Russie s'effondre. Donc, dans le contexte actuel, je pense que les objectifs des Russes, c'est tenir les territoires occupés, peut-être prendre le reste du Donbass, et puis tenir sur le plan industriel, pendant que le monde se réorganise. Et si la Russie tient, le système occidental s'effondre. Ce que sont nos objectifs de guerre, je ne saurais même plus les définir. Je ne sais même plus ce qu'on cherche. Le niveau de conscience des Européens est très faible. Mais les Américains aussi ont été très surpris, en fait. Je veux dire, ce qui s'est passé pour les Américains est tout à fait stupéfiant, puisque, en fait, ils ne s'attendaient même pas à ce que l'armée ukrainienne résiste. Et donc, ils ont été pris dans une guerre qui durait, alors que de leur point de vue, simplement, envenimer les rapports entre l'Allemagne et la Russie aurait été un très beau succès et très suffisant. Donc les Américains aussi sont tombés dans le piège qu'ils avaient eux-mêmes tendu. Dans ta définition des objectifs russes, ils semblent assez limités. On entend beaucoup des analystes dans les médias que la Russie aurait une vision très impérialiste, qu'elle voudrait dominer le monde, un peu comme peut-être la Chine aussi. Comment tu vois les attentes, les aspirations de ces deux pays? De la Chine et de la Russie. Les Chinois, à un moment donné, se sont un peu emballés, n'ont pas été très attentifs aux paramètres démographiques et se sont un peu pensés première économie mondiale, réorganisant le monde,
Après tout, quand on voit la taille de la population chinoise, j'ose pas dire que c'est un fantasme réaliste, mais voilà. Là, je pense qu'ils sont plus dans une prise de conscience des fragilités internes de la société chinoise, des déséquilibres démographiques, de la difficulté qu'ils ont eu à repasser dans un modèle de développement autocentré et qui sont dans une correction de trajectoire, même si leur politique militaire, et pour des décennies, va mettre les États-Unis sur le plan des équipements de marine de guerre en situation d'infériorité numérique. Mais bon, voilà. Il y a une sorte d'hésitation. Pour la Chine, on pourrait poser la question d'une tension entre réalisme et mégalomanie. Au niveau du manque de réalisme, tu cites aussi cet exemple assez édifiant, parce qu'on a tracé cette courbe de l'évolution de la population active chinoise. Quand Oui. tu dis qu'il y a peut-être un manque de réalisme, c'est vrai que c'est très surprenant de voir ce que ça va devenir dans les années à venir. Oui, donc on voit qu'on a déjà atteint Oui. le déclin de la population active chinoise et que ça peut être un déclin Oui. de quelques pourcents, mais un déclin de plus de la moitié sur un horizon du siècle, ce qui va changer énormément de choses dans les capacités productives et donc dans le poids Oui. et la menace peut-être aussi de la Chine. Oui, mais comment dire, évidemment, on voit là, les démographes le savaient depuis un moment, hein, que la population chinoise baissait. Et là, ça vient de sortir. Et donc, tout le monde est là soulagé, en fait. On sent un immense ouf de soulagement, légitime en un certain sens, mais qui n'est pas suffisant. Parce que cette population active qui diminue, c'est celle qui nous nourrit. En fait, c'est notre population active qui diminue. Et donc, l'une des raisons, je pense, de la cause de l'inflation, ce n'est pas juste les problèmes énergétiques liés à l'invasion russe et aux sanctions, contre-sanctions, etc. C'est la décompression démographique chinoise. Il y avait un livre, Le Grand Retournement, je crois que c'est The Great Reversal de Goodhart, qui annonçait cette décompression démographique et qui annonçait le retour de l'inflation, en fait. Donc, c'était, moi je dis, en prospectiviste, je dis chapeau. Hein. Donc, on aurait tort de se réjouir. Mais je dirais que là, on tombe sur l'absurdité centrale de la situation du monde. C'est-à-dire qu'au-delà des différences anthropologiques qui ont été évoquées, au-delà des différences de systèmes politiques qui ont été évoquées, je dirais qu'il y a une communauté de crise non pas simplement démographique, mais métaphysique. C'est-à-dire que l'ensemble des pays les plus avancés sur le plan industriel et technologique sont en décompression démographique. Même les États-Unis, maintenant, sont tombés à 1,6 enfants par femme. Même l'Angleterre, la Scandinavie. La Russie est à 1,5, l'Allemagne aussi doit être 1,5, le Japon 1,5, la Corée du Sud est à 0,8. Donc c'est visiblement, et bien entendu, il ne s'agit pas d'être un démographe qui regarde des chiffres, qui dit ça va être horrible pour l'économie. C'est vrai, il va falloir étudier les conséquences économiques, etc. Il faut aussi utiliser, c'est ce qu'on m'avait appris à faire en tant qu'apprenti démographe historien pendant mes études, c'était la grandeur de l'école des annales, à voir ce que signifie un paramètre démographique sur le plan des mentalités. C'est-à-dire qu'on est confronté à des populations qui ne se reproduisent plus. Le succès de l'espèce humaine, d'Homo sapiens, ça a été quand même un peu lié à la reproduction. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire des populations qui ne trouvent plus l'énergie de se reproduire, qui sont obsédés de production, de consommation, etc. Et sur ce plan-là, ce qui est très intéressant, c'est que, d'un côté, vous allez avoir des populations occidentalistes branchées, entre guillemets, et sans péjoratif, etc., insistant sur une évolution positive des mœurs, partisans de toutes les expérimentations, de la liberté de l'individu dans la question transgenre et des choses comme ça, avec aux États-Unis, cela dit, une réaction anti-avortement totalement régressive. Les États-Unis sont divisés.
Et puis d'un autre côté, vous allez avoir une Russie qui se redéfinit comme le grand pays conservateur, respectueux des valeurs religieuses, hostile à l'homosexualité, etc. Mais la réalité, c'est que les difficultés démographiques sont communes à l'ensemble des deux camps de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Poutine n'a absolument pas trouvé une solution métaphysique pour la Russie. Et ma grande inquiétude dans la situation actuelle, c'est que finalement, l'un des ressorts les plus profonds et inconscients de la guerre soit ce désarroi. C'est-à-dire qu'il y a eu le déclin des systèmes religieux, il y a eu le déclin des systèmes qui donnaient un sens à la vie, il y a eu le déclin des systèmes politiques, des pro-démocratiques ou antidémocratiques, qui aussi donnaient un sens à la vie, etc. Et là, on est dans un vide de sens. Et ce dont j'ai peur, c'est que l'agression du voisin, là je ne parle pas des Russes, je parle de tout le monde et de tout le monde, c'est que le conflit et la guerre soient inconsciemment vécus comme donnant un sens à la vie. Mais c'est quelque chose que je pourrais appliquer à tout le monde. Je pourrais l'appliquer aux Américains, je pourrais l'appliquer aux Baltes, aux Polonais, je pourrais l'appliquer aux Russes même. Parce qu'en fait, on rend la vie facile pour un régime autoritaire en Russie, en la menaçant dans ce qu'elle pense être ses intérêts vitaux. Et derrière tout ça, dans l'hostilité entre les États-Unis et la Russie, il y a cette possibilité d'une issue à un sentiment de vide. D'après toi, comment se voit la Russie? Elle se voit comme une puissance mondiale? C'est un pays qui a été humilié. C'est un pays qui a été la deuxième puissance mondiale. Je crois aussi que c'est un pays réaliste. C'est certainement un pays qui va être respecté. C'est certainement un pays qui veut retrouver une sphère d'influence et de sécurité, qui comprend l'Asie centrale, l'Ukraine, etc. Mais c'est un pays réaliste avec une haute conscience de sa déficience démographique. C'est-à-dire, la Russie est de très loin le plus grand pays du monde, avec une population qui est à peine supérieure à celle du Japon. Ça n'est plus la Russie démographiquement en expansion de l'époque de Staline ou même l'URSS. Et c'est un pays qui est fondamentalement conscient de ses limites. C'est-à-dire que l'hypothèse d'une Russie impérialiste voulant conquérir le monde n'a pu naître que dans le cerveau d'un fou. Je veux dire, c'est une sorte de visibilité, de transparence. Je veux dire, cette hypothèse est une hypothèse qui nous dit quelque chose sur le degré zéro de pensée géopolitique en Europe. Les Américains ne pensent pas ça. Les Américains jouent avec nous. La France est entrée en guerre avec la Russie. Donc je le dis honnêtement, ça me désespère. Ça me désespère parce que moi, je dirais garder une sorte de vision traditionnelle de la Russie. Mais enfin, quand même, la population russe, elle a bien vu que le pays a agressé son voisin, surtout qu'il y a des liens historiques très très forts entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, moi, pendant toute ma jeunesse, c'était un seul pays qui s'appelait l'URSS, tout ça. On voit qu'il commence à y avoir des impacts économiques. Est-ce que ça risque pas quand même de provoquer, comme l'espèrent les Américains ou les Européens, une espèce de régime change, d'avoir une déstabilisation du pouvoir russe face à une population qui finalement ne serait pas en accord avec la vision de ses dirigeants? Je dirais que les divergences d'attitudes culturelles, justement sur ces variables de mœurs, d'homophobie, de perception de l'Occident comme hostile, l'hypothèse raisonnable, c'est l'hypothèse d'une persistance et d'une augmentation, je dirais d'une montée en puissance du patriotisme russe, en fait. C'est difficile pour nous à comprendre en Europe, puisque nous, on a été vraiment élevés, auto-entraînés à nier la valeur de patriotisme. Encore une fois, les Américains, ça serait différent. L'hypothèse d'un changement de régime venant de l'extérieur est une hypothèse qui marche à peu près pratiquement jamais face à un grand pays comme ça. Mais tu parles d'une Russie comme si elle est agressée. Alors, elle se voit peut-être comme ça, certes, mais il ne faut quand même pas oublier, en reprenant un peu ce qu'on entend tout le temps, c'est un élément des médias, enfin, il y a un agresseur, un agressé, et concrètement, pour les Ukrainiens, ça paraît évident que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Oui, alors essayons de nous mettre à la place, sans jugement de valeur, prise de parti, etc., des Russes. Il y a énormément de familles russo-ukrainiennes. Je pense que ça serait
très maladroit, un optimisme au bord de l'irresponsabilité, de faire le pari que les Russes puissent penser l'Ukraine est indépendante, nous l'avons envahie, nous ne sommes pas en position défensive, notre gouvernement est coupable et nous devons nous retourner contre notre gouvernement pour faire cesser cette agression de ce peuple dont, en fait, nous sommes indépendants, historiquement. Ça paraît... Et je dirais que, d'une certaine manière, les pressions occidentales générales sur l'Allemagne pour que des chars Léopard allemands arrivent dans les plaines d'Ukraine a scellé le débat pour les Russes. C'est-à-dire que je pense que c'était l'objectif des Américains, en fait. Parce que ce n'est pas quelques dizaines de chars ou quelques centaines de chars qui vont changer quoi que ce soit. Mais je pense qu'avec des chars allemands dans la plaine d'Ukraine, maintenant, pour le régime Poutine, ça va être du gâteau de surmobiliser la population russe dans une sorte de deuxième grande guerre patriotique. Erreur majeure des Occidentaux. Justement, tu viens de parler des actions des États-Unis. Comment tu lis la stratégie des États-Unis vis-à-vis de l'Europe cette fois? L'Europe, la stratégie des États-Unis, c'était clairement de détruire l'Europe de Maastricht, une Europe de Maastricht qui n'était plus franco-allemande, mais qui était devenue une Europe dominée par l'Allemagne. Et je dirais que c'est une stratégie qui a réussi, mais qui a presque réussi trop facilement. C'est-à-dire, je suis un peu étonné par la façon dont la vitesse à laquelle on est passé de l'OTAN est mort à une Europe dominée par l'OTAN. Et je me suis posé la question en faisant, mais comment est-ce que les Français et les Allemands, qui étaient quand même les patrons autrefois, les Allemands un peu plus que les Français, etc., se sont laissés entuber aussi facilement. Je pense que l'Europe de Maastricht était arrivée à un tel état de déliquescence organisationnelle, de complexité, d'absence de perspective, après que l'euro ait produit exactement le contraire de ce qu'il devait produire. Il devait produire une unification. Il a produit une mise en hiérarchie de tous les pays européens, avec l'Allemagne au centre. On ne savait plus comment s'en sortir et que quelque part, les Français particulièrement, ou ce qui reste de classe dirigeante dans ce pays, mais aussi les Allemands, sont soulagés de leur perte de pouvoir. Et c'est toujours le problème, c'est-à-dire que le complotiste de base va croire qu'il y a des pouvoirs d'abord, des gouvernants qui savent ce qu'ils font, et puis qui se concertent, et puis qu'il y a des puissances occultes qui savent aussi ce qu'elles font, et qui se concertent, et qui en haut, un magma superconscient dont l'objectif est d'exploiter, d'opprimer, de persécuter, de sadiser les populations d'en bas. Mais la vérité est bien pire. C'est que très souvent, en haut, il y a du vide aussi. Il y a du vide. Il y a le mystère, le vrai mystère de l'Élysée, ou de la chancellerie allemande, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Vous voyez, et que l'hypothèse de classe dirigeante en désarroi ne vient pas à l'esprit des gens. Mais je pense qu'on en était là, en fait, en Europe. Et donc la vérité, la situation de l'Europe là-dedans, c'est une Europe qui a été complètement désintégrée par le jeu américain avec les Anglais, les Polonais et les Ukrainiens, mais une Europe qui avait perdu l'envie de vivre. Dans une de tes interventions, tu emploies des mots forts, tu vas même jusqu'à parler de protectorat en Europe. C'est comme ça que tu vois la façon dont les États-Unis se comportent vis-à-vis de nos pays? Je pense que le mot protectorat devient un peu faible, puisque là, l'Allemagne n'est pas un pays que simplement on domine, mais c'est devenu un pays qu'on oblige à faire des choses qui sont vraiment contre son intérêt. On a vu que l'Allemagne a lancé un grand plan de réarmement,
plein de pays aussi. Macron vient d'annoncer une augmentation colossale du budget militaire français. Est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que ça te rassure? Et est-ce que tu penses qu'il y a, dans ce contexte de guerre mondiale, un risque de monter jusqu'à un conflit potentiellement nucléaire? Je réponds au début d'abord, c'est que non, ça, je suis tout à fait pour le réarmement de l'Allemagne et de la France conjointement. L'une des raisons pour lesquelles ces deux pays ont été contournés par les Américains et se retrouvent face à une Pologne qui leur parle comme s'ils étaient devenus des domestiques, c'est parce qu'ils ont des armées. Donc, dans une optique de moyen ou de long terme, il faut être capable de penser la France et l'Allemagne, les deux puissances militaires potentielles du continent, comme réarmées. Mais simplement, il ne faut pas concevoir ce réarmement comme quelque chose à court terme pour la guerre d'Ukraine. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. Je veux dire, ces politiques de réarmement n'auront aucune influence sur la guerre telle qu'elle se développe en Ukraine, qui devrait être terminée dans les 5 ans quand même, ou quelque chose comme ça, comme toute guerre mondiale qui se respecte. Mais dans la perspective d'un rééquilibrage du monde à moyen terme qui permettrait en vérité de vivre en paix avec les Russes, débarrassés de la fausse protection américaine. La principale victime ou cible européenne de l'action américaine, c'est l'Allemagne, qu'on essaie de contraindre à participer à la guerre contre la Russie, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut être capable d'imaginer si la guerre dure, devient difficile, si les choses apparaissent telles qu'elles sont, si les profits américains tirés de la guerre, ou si les difficultés économiques américaines s'accumulant à partir de réorganisation des systèmes financiers, etc., il faut être capable d'imaginer, je suis à bien des années d'ici maintenant, il faut imaginer, d'être capable d'imaginer une Allemagne qui se détache des États-Unis et qui se retourne contre les États-Unis, avec la France d'ailleurs. Et dans ce contexte, alors oui, ça sera très bien d'avoir réarmé. Mais la vérité, c'est qu'il faut admettre son ignorance et l'existence de multiples possibilités, comme la défaite totale de la Russie ou une victoire de la Russie. Ce qui est difficile d'imaginer, c'est un match nul. Et pour toi, le nucléaire, ça fait partie des dangers? Alors, le nucléaire, on présente ça comme très volatile, mystérieux et autres. Mais en vérité, il y a une doctrine militaire russe qui a changé depuis la fin de la guerre froide. C'est-à-dire qu'à l'époque de la guerre froide, la doctrine militaire russe, c'est jamais de première frappe nucléaire. Mais c'était une époque où la supériorité conventionnelle, théorique de l'armée soviétique était énorme. Et donc, il n'y avait pas besoin. Après, la Russie a pris conscience de sa situation d'infériorité numérique et industrielle globalement et a défini une nouvelle doctrine militaire. Dans cette nouvelle doctrine militaire, il y a l'idée que les hommes sont rares, par exemple. On ne peut plus les utiliser par grande masse, comme on le faisait à l'époque de Staline. Mais il y a l'idée que si la nation et l'État russe sont menacés dans leur intégrité, on se donne le droit de frappe nucléaire tactique. Et donc, c'est pour ça qu'il est tout à fait légitime de penser que si les Ukrainiens organisés par des troupes de l'OTAN reprennent la Crimée, que les Russes considèrent comme territoire russe, on peut tout à fait imaginer une frappe nucléaire tactique. Mais pas plus. Ensuite, tout dépend de la réaction des autres. Pour moi, le vrai risque et la vraie inconnue est ailleurs. Et c'est dans un domaine de déséquilibre des moyens techniques. C'est le domaine des missiles hypersoniques. C'est-à-dire qui peuvent être armés de charges non nucléaires, en fait. Et qui ne sont pas arrêtables par aucun système de défense. C'est qu'on peut imaginer que face à des difficultés militaires d'un niveau pas tolérable, mais raisonnable et n'impliquant pas
l'usage de l'arme nucléaire, les Russes utilisent des missiles hypersoniques sur des cibles situées dans des pays de l'OTAN considérés comme agresseurs. C'est qu'il faut être capable d'imaginer un tir de missile hypersonique sur la Pologne, sur des zones de concentration d'arrivée de matériel occidental. Au pire, un tir de missile hypersonique sur la base de Ramstein en Allemagne. Ouais, ça, je pense que c'est des choses qu'on se va. Mais encore une fois, c'est tout à fait spéculatif, mais les citoyens français ne peuvent plus se contenter de subir des événements qui vont trop vite. Et la seule façon de ne pas subir des événements qui vont trop vite, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait si telle chose se passe? Si la Pologne est attaquée, est-ce qu'on est solidaire de la Pologne? Moi, je dis non. Les gens peuvent dire oui, mais on peut en débattre avant. S'il y a un tir de missile hypersonique sur la base de Ramstein, est-ce qu'on est solidaire des Américains et des Anglais? Tu l'as dit assez rapidement, mais j'aimerais comme y revenir. Pour toi, la guerre, elle peut vraiment durer des années potentiellement, et donc avec des problèmes croissants pour nous? Oui, enfin 5 ans, je dirais, comme limite finale, parce que les Russes vont être confrontés à des classes creuses. Donc, je pense que les Russes peuvent tenir 5 ans. Sans problème, 5 ans, mais ensuite, voilà. Et j'imagine que c'est à peu près la même chose. Et puis, on a l'expérience des guerres mondiales, de la capacité des sociétés à se mobiliser. Et donc, je dirais qu'on en a pour 5 ans. Et qu'à la fin, on saura qui a gagné. Tu viens de parler de l'Allemagne, bon, en la présentant un peu comme un pays en effet à qui on tord un peu le bras pour aller à la guerre. Un de ceux qui tord le bras de façon très forte et un peu surprenante, c'est l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe avec l'Angleterre? C'est le drame de ma vie. J'ai refusé de voir que l'Angleterre avait été l'une des origines de la catastrophe néolibérale. J'ai refusé de voir que l'Angleterre, avec Blair, avait participé à l'invasion de l'Irak. J'ai refusé de voir que l'Angleterre son économie était complètement financiarisée, qu'elle avait détruit son industrie encore plus vite que les États-Unis. Et j'ai refusé, je n'ai pas été prêt à prendre le choc de ce qu'on a vu, c'est-à-dire de ce qu'il faut bien admettre est l'échec du Brexit, qui n'était pas une reprise d'indépendance nationale, mais en vérité un choix de l'Amérique, et qui ne s'est pas fait avec l'existence de ces populations de techniciens, d'ingénieurs, qui auraient permis une réorientation productive. Et donc maintenant, on est confronté, pas simplement à la désintégration du système hospitalier anglais, du National Health Service, NHS. Je veux dire, si les Français croient qu'ils n'ont plus d'hôpitaux, qu'ils aillent se faire soigner en Angleterre. C'est vraiment, voilà. Et là, possiblement, dans l'année, une baisse de 7% du revenu moyen des ménages. Donc une catastrophe. Mais ce qui est vraiment intéressant sur le plan de l'analyse historique, c'est que cette crise interne de la société anglaise, c'est ce qui conduit les Écossais à vouloir partir, en fait, s'accompagne d'une montée belliciste invraisemblable. Et le bellicisme anglais, la participation des Anglais à cette guerre en Ukraine, dont on ne voit pas très bien à quoi elle correspond en termes d'intérêt stratégique de l'Angleterre, mais qui s'accompagne aussi d'un activisme dans le Pacifique, avec les accords avec l'Australie, les États-Unis face à la Chine, est très intéressant, je pense, sur le plan conceptuel, parce que ça veut dire, ça suggère qu'il y a un rapport entre crise sociale interne et bellicisme dans le monde anglo-américain. L'Angleterre est encore plus intéressante à étudier que les États-Unis si on cherche à comprendre la crise ultime du monde occidental. Plein de thèses à rédiger pour les jeunes chercheurs qui auront survécu à cette guerre. Le général de Gaulle disait qu'un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Tu viens de dire qu'en effet, on ne comprend pas comment agissent ces États, ça ne semble pas correspondre à leurs intérêts, aux intérêts de leur population. Est-ce que justement, ce n'est pas lié à la montée de ce qu'on appelle parfois la diplomatie des valeurs, en fait, où quelque part la valeur a remplacé l'intérêt? C'est un concept qu'on a développé très longuement avec Jean de Dynastie, avec le général Desportes sur cette chaîne il y a quelques mois. Comment tu lis ça? Est-ce que ce n'est pas ça qui explique ce bellicisme qui semble en effet contraire à nos intérêts? C'est vrai, mais ces valeurs ne sont pas des vraies valeurs. Ça n'est pas vrai qu'on se bat pour nos valeurs. C'est autre chose qui nous entraîne. Ce qui est en train d'aspirer le monde occidental est une certaine forme de nihilisme, c'est-à-dire de négation
du sens des choses, de la vie. Donc on voit l'érosion des identités, l'érosion des nations, la fixation sur des problèmes absurdes, une sorte d'ivresse de la destruction. Je parle de destruction sociale, etc., mais qui va avec la destruction de nos systèmes industriels, la destruction de nos productions. Il y a quelque chose, il y a comme une sorte de vertige nihiliste, en fait, dans nos sociétés. Et ce vertige nihiliste est ce qu'on appelle la défense de nos valeurs. Comment tu juges le rôle de Macron dans cette guerre? Ambigu, c'est-à-dire l'idée de dialoguer, la persistance jusqu'à très récemment d'une certaine forme de modération, en fait, était quelque chose de bien, surtout quand on compare, évidemment, c'était ma perspective habituelle, à l'Angleterre, aux États-Unis, etc. Mais il n'y a pas de solidité. Et donc, par exemple, l'envoi de véhicules blindés légers est ce qui a ouvert la porte aux blindés lourds anglais, puis à la pression sur l'Allemagne. Ce que je ressens en Macron, c'est des traces de bon sens venues des traditions françaises, diplomatiques, et une fragilité personnelle, c'est-à-dire qui doit être liée chez lui à l'absence de conscience historique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas qu'il ait dans le cerveau les données historiques et les instruments d'analyse qui lui permettent de maîtriser la situation historique dans laquelle il est un acteur. Et donc, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Mais j'espère qu'il se rend compte que la prise de risque n'est pas juste pour les Ukrainiens, n'est pas juste pour les Russes, n'est pas juste pour les Allemands, n'est pas juste pour les Français, mais que la prise de risque est pour lui aussi. Est-ce que tu penses que la France a définitivement perdu tout poids politique sur la scène internationale? Parce que là, on pèse rien, à l'évidence. Elle ne pèse rien parce qu'elle ne veut rien peser. C'est-à-dire qu'en vérité, si Macron avait une vision correcte de l'histoire, à lui tout seul, il pourrait faire cesser la guerre. Bah, comment? En disant c'est fini. Et comment? Il dirait autre chose et il dirait que ça doit s'arrêter. Il y aurait d'autres discours et la guerre s'arrêterait. Parce que sans la participation semi-passive, semi-active, je ne sais pas comment dire, de tous les partenaires occidentaux importants, du simple fait que la France est sur le continent européen, et compte tenu du nombre d'aberrations cognitives qui sont dans cette guerre, compte tenu de l'absurdité de tout le discours sur ce qu'est l'Ukraine, sur ce qu'ont les Russes, etc., il suffirait qu'un chef d'État occidental se mette à parler en plus doux, en plus diplomatique, mais comme moi, et la guerre serait finie. Macron ou un autre, il suffirait qu'un chef d'État important en Europe, espagnol, italien, français, allemand ou autre, dise c'est fini, et ça serait fini, puisque tout tient sur du mythe. Le mythe de l'impérialisme russe, le mythe de la pureté ukrainienne. Il y a une sorte de mythe collectif qui est entretenu, mais qui a été préparé par des décennies de russophobie, je veux dire, qui est cristallisé dans le système média. Il y a quelqu'un qui n'est pas un chef d'État, pour le coup, et qui ne dit pas c'est fini, mais qui pèse beaucoup. C'est von der Leyen, au niveau européen. Comment tu juges son action? C'est une production du système délirant de l'Europe, ou de la décomposition de l'Europe. Simplement, maintenant, c'est l'acteur principal n'est plus l'Europe. Comment tu juges la position et l'action des médias dans ce conflit? Ah bah ça, pas juste dans ce conflit. J'ai fini par comprendre en lisant le livre d'un universitaire russe qui vit et travaille aux États-Unis, Tsigankov, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Dark Double, le double sombre. Le double sombre, c'est le double sombre des États-Unis, c'est la Russie, qui étudie le retour de la russophobie aux États-Unis. Et à partir d'une étude chronologique très serrée, il montre que c'est parti des médias, en fait. En fait, je n'avais pas été capable de comprendre
que le pôle principal de remontée de la russophobie, c'était la presse elle-même. Et j'ai fini par comprendre que, pour des raisons sur lesquelles je travaille maintenant, la presse, les médias sont effectivement quelque chose de capital. C'est-à-dire pas simplement les réceptacles et les transmetteurs de la russophobie, mais des agents de production autonome de la russophobie dans la phase antérieure, mais avant la Crimée, avant l'invasion de la Crimée par l'armée russe, hein, à une époque où il ne se passait rien. Il y a une sorte d'idéologie qui est née, que maintenant j'appelle le journalisme avec un grand J. Donc il y avait il y a eu le communisme, il y a eu le gaullisme, il y a eu le catholicisme, et maintenant il y a le journalisme, qui est une idéologie. C'est très grave, parce que une presse libre, c'est constitutif de l'existence de la démocratie libérale. La démocratie libérale, c'est la séparation des trois grands pouvoirs, c'est des élections libres, le droit de suffrage universel, mais c'est aussi une presse libre dont il est implicitement supposé qu'elle est pluraliste. Et en fait, la presse était pluraliste à l'époque où les idéologies s'affrontaient. Il y avait une presse communiste qui délirait sec de temps en temps. Il y avait le Figaro, et puis il y avait Le Monde, qui était plus de tradition démocrate chrétienne, puis il y en avait d'autres que j'oubliais. Mais en fait, les journalistes qui travaillaient dans ces journaux n'étaient pas que des professionnels du journalisme. Ce n'était pas que des gens qui savaient écrire un article, faire une interview, chose nécessaire et difficile, etc. Ils étaient aussi raccordés ou intégrés à des modes de pensée idéologiques spécifiques et différents. Ils devaient se situer les uns par rapport aux autres. Mais l'érosion, la disparition des idéologies a créé un métier de journaliste indépendant des idéologies et qui a fini par sécréter sa propre idéologie. Donc une idéologie de la liberté définie sur un mode complètement abstrait et sans aucune réflexion sur la société environnante, une idée de la liberté où la seule liberté qui compte est la liberté du journaliste, par rapport aux hommes politiques notamment, et avec le développement souterrain d'une idée que le journaliste est supérieur à l'homme politique. Alors apparemment, dans les sondages d'opinion sur la popularité des deux métiers, les deux sont en compétition pour être méprisés par la population, et ils ont gagné. Ils sont supérieurs aux hommes politiques. Les hommes politiques sont encore plus méprisés qu'eux. Ça a créé, les journalistes ont créé une sorte de pouvoir collectif totalement vide en termes programmatiques. Donc c'est une sorte d'exigence avide de liberté et d'information, avec cette idée que ce système d'information, c'est surveiller les politiques, qui eux-mêmes ont perdu toute idéologie. Et donc on a ce monde où les politiques sont en vérité terrorisés par les journalistes, où on ne sait plus où est le rapport de pouvoir, mais pas par tel ou tel journaliste, par le journalisme collectif. Ce qui nous met, je dirais, dans une situation en fait très difficile. Parce qu'il est évident que la liberté de la presse est indispensable à la démocratie. Mais si la presse, quand je dis presse, ça comprend les médias, les autres, les télés, tout ça, si cette presse est devenue totalement homogène dans sa façon de sortir, je parle collectivement, tel ou tel journaliste va être vachement sympa, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, on trouve des mecs bien partout. Hein. Mais si l'activité journaliste, si le journalisme en tant qu'idéologie, avec un grand J, je veux dire, produit une sorte d'opinion commune belliciste, incontrôlable, qui freine les gouvernements ou les politiques quand ils sont à la recherche de solutions raisonnables, il faut en être conscient maintenant. Parce qu'on va être confronté à une situation de plus en plus dangereuse sur le plan international, où les risques sont de plus en plus grands, où la presse, l'organe fondamental de contrôle, je dirais, dans une démocratie libérale, va en fait agir comme un incitateur d'irresponsabilité pour les politiques. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. En Allemagne, derrière la décision de Scholz, je veux dire, il y a une attitude très homogène de l'information et des médias,
alors que les politiques sont beaucoup plus divisés quand même. Et la situation est la même en France. Donc il y a vraiment une urgence à mettre en question le journalisme comme idéologie, mais avec l'idée qu'il ne faut jamais perdre de vue l'idée que la liberté de la presse doit quand même être maintenue. C'est très compliqué, en fait. Mais il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans ce que tu appelles ce journalisme avec un grand J, qui professe une valeur de liberté et qui semble vraiment pas tolérer la liberté d'expression de gens qui ne pensent pas comme lui, en cherchant toujours des raisons assez obscures sur pourquoi ils ne pensent pas comme moi, si ce n'est que voilà, c'est le principe de la démocratie, en fait, de pouvoir s'exprimer librement. Mais pas d'être critiqué, bien sûr. Je veux dire, comment dire, c'est la démocratie libérale. C'est-à-dire que je pense qu'on va dans une période où il va falloir réviser tous nos concepts. Les concepts classiques de la science politique. C'est-à-dire les démocraties libérales se sont muées en oligarchies libérales. Mais l'un des mystères de ces oligarchies libérales, c'est qu'elles font apparaître des professions qui sont unanimistes dans leur comportement. Le grand mot du journalisme en tant qu'idéologie, maintenant, c'est de dénoncer certaines démocraties comme illibérales. Alors qu'en vérité, l'illibéralisme devrait être quelque chose qui devrait être appliqué, par exemple, au fonctionnement du système médiatique français. Mais même dans l'idée qu'on se fait de nos systèmes politiques, il y a beaucoup de fausses consciences. C'est-à-dire que, alors, fausse conscience, les démocraties libérales qui affrontent la Russie sont libérales, en un sens avec cette clause de réserve sur le journalisme idéologique. Mais on vote, on peut s'exprimer. Là, j'ai dit des choses, je ne pense pas qu'on va me descendre quand on aura fini ou quand votre entretien sera passé. Ah oui, c'est plus compliqué à Moscou ou à Pékin, c'est sûr. Voilà, on est beaucoup plus libre. C'est sûr, je ne pourrais pas fonctionner comme je fonctionne dans un pays comme la Russie. La Chine, c'est encore autre chose. L'idée que la Russie et la Chine, c'est la même chose, est une aberration. Mais par contre, donc libéral, d'accord. Démocratique, non, puisqu'en fait, il y a un contrôle oligarchique, le rôle de l'argent est devenu tel que les élections existent. Mais la Russie, c'est autre chose. C'est-à-dire que la Russie, on ne peut plus parler de liberté de la presse ou de l'information en Russie, c'est évident. Mais l'un des paradoxes, c'est que, ici, les régimes s'appuient sur les classes moyennes supérieures. Et les milieux populaires sont marginalisés et n'arrivent plus à s'exprimer. On voit quand même que le groupe dirigeant russe s'appuie sur les milieux populaires et que les classes moyennes supérieures sont marginalisées dans le système russe. C'est un équilibre social différent. Et nous, quand on a des sondages d'opinion, on voit que la majorité de la population est furibarde contre notre gouvernement. Et quand on a des sondages d'opinion en Russie, on voit qu'elle est d'accord avec le gouvernement. Alors, je suis en train de travailler sur une hypothèse. Bon, ce qui définit la démocratie libérale, la vraie, la bonne, celle qu'on veut, celle qu'on aime, c'est à la fois la souveraineté populaire, la représentation de tous, mais la protection des minorités. D'accord ? Des droits des minorités à l'expression et à certains droits. Et la démocratie autoritaire, ça pourrait être, par exemple, un système dans lequel la majorité arrive à s'exprimer, mais où les minorités n'arrivent plus à s'exprimer. Et donc, je me demandais si le bon couple, ce n'était pas de nous décrire, nous, comme oligarchie libérale et la Russie comme démocratie autoritaire. Ce qui serait assez rigolo parce qu'on en arrive logiquement à la conclusion que ce qui est caractéristique de peut-être de l'oligarchie libérale, c'est que les minorités sont protégées, mais que là, c'est la majorité qui n'arrive plus à s'exprimer. Je ne suis pas complètement sérieux. Mais pour dire autre champ spéculatif. Que là, tout est en train de basculer. Et, voilà. Et bien entendu, les médias sont au cœur du problème maintenant. Alors, pour illustrer le sujet sur les médias, tu as souhaité réagir à quelques interventions de journalistes. En particulier, cet exemple d'un tweet de Jean-Dominique Marché qui explique que finalement, en ne livrant pas des chars Leclerc à l'Ukraine, Emmanuel Macron fait une grosse erreur stratégique parce que, évidemment, la Russie va perdre la guerre et si la France fait pas ça, elle ne sera pas dans le camp des vainqueurs. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça trahit pour moi une double incompétence. Et une incompétence dans son métier de base, qui est le commentaire stratégique.
D'abord, parce qu'on n'a aucune certitude que l'Occident va gagner. Le rapport de force, tel qu'on peut les analyser, sont extrêmement incertains. Donc il n'est pas du tout certain, on ne sait pas du tout quel sera le camp des vainqueurs. Mais en admettant même que l'Occident soit vainqueur, il est évident que ça serait une catastrophe pour la France, puisque ce n'est pas l'Occident qui serait vainqueur, c'est les États-Unis. Et comme la dynamique générale de rétraction du système américain à l'échelle planétaire, c'est de se concentrer son pouvoir sur ses protectorats ou sur ses colonies, l'une des premières actions générales des États-Unis dans une Europe qui aurait été libérée de la pression russe, ça serait la destruction de ce qui reste d'industrie militaire autonome de la France. Donc, si la Russie est battue, la France deviendra une cible pour les États-Unis. Donc, double incompétence. Autre exemple, Sylvie Kaufmann du Monde qui appelle dans cet article de ce journal à libérer les léopards. C'est-à-dire problème de conscience historique. C'est-à-dire quand on sait ce que les chars tigres et panthères ont représenté de morts dans les plaines de l'Ukraine, l'expression « libérer les léopards » est obscène. C'est un acte d'obscénité journalistique. Alors, autre exemple, de quelqu'un qui n'est pas journaliste et qui, on ne sait pas trop, mais enfin, Bernard-Henri Lévy, qui explique que, marre d'entendre le refus de Scholz de livrer les léopards, ça les vraiment obsède, serait lié à la culpabilité allemande. Pourquoi cette culpabilité ne bénéficierait-elle pas aux Ukrainiens? Je pense que c'est la même chose que Sylvie Kaufmann, absence de conscience historique, de signification des choses, de la Deuxième Guerre mondiale, mais s'ajoute dans le cas de BHL probablement un véritable amour de la guerre, dont je ne soupçonne pas Sylvie Kaufmann. Alors, dans ce dernier tweet, Jean Quatremer s'adresse indirectement à toi, commente tes derniers passages en te qualifiant d'europhobe de combat, en expliquant que sans surprise, évidemment, on te retrouve du côté du Kremlin, parce que c'est sa vision. Donc, il met une image assez dégradante en expliquant que finalement, c'est un peu un esprit de juin 40, de capitulation. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, d'abord, il y a plein de gens qui disent que je suis un agent du Kremlin, qui renvoient au Kremlin, l'image du Kremlin, etc. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je crois que ces gens parlent d'eux. En fait, qu'ils sont incapables de concevoir l'idée qu'un chercheur et un intellectuel aient une pensée autonome, réfléchissent tout seuls. Ils voient tous les gens manipulés. En fait, ce sont des complotistes, d'une certaine manière. Ils ne sont pas capables de voir qu'après avoir écrit 15 bouquins, je n'ai pas à prendre d'ordre, etc. Mais en fait, ils parlent d'eux. Alors, apparemment, je ne sais pas si Quatremer lui-même est passé d'obédience bruxelloise à obédience de Washington dans ces derniers temps, si je le pastichais, etc. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, en ce qui concerne la fin sur juin 40, c'est pathétique, d'autant que mon grand-père Paul Nizan est mort dans la poche de Dunkerque pendant la guerre. Eh bien, c'est sur ces mots assez lourds, évidemment, qui prouvent encore l'inculture historique, hélas. On arrive à la fin de cet entretien, donc je te remercie d'avoir pris le temps de rentrer, de nous expliquer dans ce contexte difficile. Oh non, c'est moi. Merci. Je vais te poser la question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Je ne sais pas, connu, je ne sais pas, c'est pas exactement la chose. Je peux dire quel est mon espoir, en fait, au terme de cet exposé, de ces choses sur des choses catastrophiques et menaçantes. C'est que quand même, là, on sent bien que la France et d'autres pays souffrent d'un malaise démocratique, d'une crise de la démocratie, d'une disparition du débat, d'un vide de sens. J'ai évoqué la forte probabilité que les classes dirigeantes soient en train de chercher dans l'aventure et dans la guerre, ou une parodie de guerre, une solution à leurs doutes. Mais en fait, on peut aussi imaginer que confrontés au retour de la vraie histoire, de problèmes urgents, graves, associant, après les pénuries de médicaments, déficits industriels, la question de la paix ou de la guerre
redevienne un moment fondateur du débat et d'un retour de la démocratie en France. Parce qu'il est probable que les prochaines présidentielles, peut-être, certains, je ne sais pas, se feront sur le thème de la paix ou de la guerre.